Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos éditions du week-end. Voici le sommaire de votre 19h. Le Printemps des Arts bat son plein. Hier soir, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo se sont attaqués à deux monuments, Wagner et Bruckner. Dans un reportage, nous reviendrons sur ce moment suspendu. En parallèle, toujours au Grimaldi Forum, un autre festival se tient en ce moment, celui des Sérénissimes de l'humour. Michel Boujna a présenté son seul en scène Adieu les magnifiques, nous y étions. Nous recevrons une spécialiste du Moyen-Orient pour évoquer les conflits dans cette zone et les espoirs de paix. En sport, nous entendrons à 18h à l'approche du match qui opposera l'AS Monaco FC à Angers, avant de prendre la direction de Turin pour suivre la suite des Jeux mondiaux d'hiver spécial Olympics. Et puis nous clôturerons ce JT avec la nouvelle exposition Tout en pierres précieuses à ne pas manquer à l'espace 22. Mais d'abord, avant de développer ces titres, la rédaction de Monaco Info tient à souhaiter un très joyeux anniversaire au prince Albert II. Le souverain fête en ce 14 mars ses 67 printemps. Je vous le disais à l'instant, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a offert au public hier soir un moment grandiose. 120 musiciens étaient réunis sur la scène du Grimaldi Forum dans le cadre du Printemps des Arts. Le festival rend hommage cette année à Pierre Boulez à l'occasion du centenaire de sa naissance. Ainsi au programme, deux monuments de la musique classique qu'il appréciait tant, Wagner et Bruckner. Retour en images avec José Sacré, Alexandra Marangoni et Clélia Renaud. Et là on est gâtés ce soir, je pense que là, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? C'est un grand bravo. C'est un super concert. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, on se déplace pour ça. Hein. Magnifique. C'est vrai qu'on n'a pas souvent la chance d'avoir de la musique comme ça. Magnifique, c'est la précision du chef d'orchestre, une précision diabolique. Voilà, des gestes magnifiques, des gestes à la Boulez en fait. C'était quelques réactions du public mélomane à l'issue du concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo donné jeudi 13 mars au Grimaldi Forum sous la baguette du grand chef finlandais Jukka-Pekka Sarasta. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a interprété deux œuvres chères au cœur de Pierre Boulez, à qui le Printemps des Arts de Monte-Carlo rend hommage cette année à l'occasion du centenaire de sa naissance. Le prélude de l'acte 1 de Parsifal de Wagner, en souvenir du triomphe de Pierre Boulez, alors jeune chef d'orchestre, en 1966 à Bayreuth. Deuxième œuvre au programme, la 8e symphonie de Bruckner, que Pierre Boulez a dirigée pour la première fois en 1996, à la demande de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, un orchestre qui a cette œuvre dans le sang depuis qu'il a assuré la création en 1892. Boulez, lui, n'avait jamais dirigé la moindre note de Bruckner. Comme le rappelle Tristan Labouret, Boulez fit de cette Évresse musicale un succès. Présent ce soir-là, parmi le public, Kazuki Yamada a apprécié le programme et bien sûr le travail de son orchestre. I'm so honored and I'm very happy and I'm very satisfied. So everybody did a great job. Everybody tried to their best. As usual. But especially this concert, wow. Such a Wagner and Bruckner. Very tough, but it was great. Au même moment, dans une autre salle du Grimaldi Forum, Michel Boujna s'est produit dans le cadre des Sérénissimes de l'humour. Après Philippe Lelouch, en ouverture du festival, l'humoriste a présenté Adieu les magnifiques, un spectacle dans lequel il évoque ses débuts et ses racines tunisiennes. Alban Gingembre, Alexandra Marangoni et Clélia Renaud l'ont rencontré juste avant de monter sur scène. Voyez leur reportage.
de 40 ans sur scène, Michel Boujna fait partie des humoristes préférés des Français. Et pour venir séduire le public monégasque, il se souviendra du trajet. Pour arriver ici aujourd'hui, j'ai souffert. J'aimerais bien connaître le type qui construit les tunnels. J'aimerais bien lui parler. Parce qu'à mon avis, celui-là, il ne circule jamais dans les tunnels. Il est fait à la maison. Et il doit être marié avec celui qui fait les grues. C'est pas possible, ils travaillent ensemble. Je croyais que j'allais jamais sortir. Dans son dernier spectacle, Adieu les Magnifiques, l'artiste propose une dernière rencontre avec ses personnages cultes présentés au public il y a 40 ans. Une relecture mêlant nostalgie et éclat de rire. C'est très triste. Et en même temps, il est temps que je les quitte. On vit un moment particulier aujourd'hui où les vieux n'ont plus la même place à la maison. D'ailleurs, ils ne sont plus à la maison. Les vieux, ils ne sont plus avec nous. Et pourtant, on ne peut pas se construire sans eux. C'est pas vrai, c'est pas possible, j'y crois pas. Ça ne veut pas dire que je pense qu'au passé. Ça veut dire que je pense que la jeunesse a du sens si elle n'oublie pas ses racines. Cette réécriture des Magnifiques, c'est donc un message, savoir d'où l'on vient pour savoir qui l'on est. Michel Boujna dit adieu à ses personnages, mais pas à la scène. Comme je dis dans le spectacle, tant qu'il y a des acteurs pour nous jouer et des auteurs pour nous écrire, on ne peut pas mourir. Je vais faire le film des Magnifiques. J'ai envie de jouer avec d'autres aussi, pas d'être tout le temps seul sur scène. Je veux enseigner aussi. Faire rire, c'est très sérieux. On arrive à tourner en dérision les blessures. C'est comme ça qu'on fait rire. L'autre disait, il faut souffrir de la vie avant d'en rire. Donc le rire, c'est une manière d'habiller la blessure. Regardez le nombre de femmes humoristes qu'il y a aujourd'hui. Elles font rire, et elles font rire souvent autour de leur condition de femme, de leur histoire de femme. Et c'est ça qui est formidable. Ce soir, c'est l'humoriste Bounaïmin qui clôturera le festival des Sérénissimes de l'humour. Et son spectacle s'intitule Kill Boon. Il aborde avec légèreté des sujets sérieux comme la santé mentale. Intéressons-nous à présent à l'actualité du Moyen-Orient. Hier, la Monaco Mediterranee Foundation a convié pour une conférence Antonella Caruso au One Monte Carlo. En marge de l'événement, Fabien Bonia s'est entretenu avec cette experte du Moyen-Orient et de l'islam autour d'une question: la paix est-elle possible dans cette zone sous tension? Voici leur entretien. Antonella Caruso, bonsoir. Bonsoir. La thématique de votre conférence est « Moyen-Orient, une paix est-elle possible ?» Alors je vous pose tout simplement la question, est-ce qu'actuellement, au vu du contexte, une paix vous semble possible ? Alors écoutez, d'abord, le Moyen-Orient est une vaste zone géographique où il y a aussi des autres conflits qui ont donné dernièrement la possibilité de penser qu'on peut est finalement possible. Et ça, c'est la situation qui s'est vérifiée en Syrie avec la tombée du régime ba'athiste de la famille Al-Assad. Si on parle du conflit palestino-israélien, la paix me semble être encore plus loin qu'avant, dans le sens que les positions des uns et des autres restent très maximalistes et donc le compromis très loin à être rejoint. On a vu aussi malheureusement ce qui se passe dans les négociations à Doha et ils ont abouti à rien. Et surtout après la démarche du président américain d'avoir de consultations directes avec le Hamas parce que finalement, lui, oui, il a hâte d'arriver à une paix possible parce qu'il a besoin d'aller à la prochaine étape, qui veut dire la normalisation de relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et qu'est-ce que vous pensez des propos justement du président américain sur Gaza, la nouvelle Côte d'Azur? Qu'est-ce que vous pensez de ces phrases qui sont un peu provocatrices, un peu, même beaucoup d'ailleurs? Oui, ils sont vraiment beaucoup provocatrices. Ils sont pas mal dérangés l'opinion publique arabe et pas tout simplement l'opinion publique arabe. Je pense que l'idée est finalement lié au fait que les Israéliens n'ont pas achevé la destruction de cette mouvance, de ces mouvements armés, et ils n'ont pas finalement coupé les liens entre les mouvements
et la population civile. Un dernier sondage à Gaza du Foreign Affairs, il dit clairement que les Palestiniens à Gaza, nonobstant bien sûr le sondage a été conduit dans des conditions très difficiles, mais ils disent finalement que la plus grande partie de la population de Gaza reste toujours attachée à son identité liée à la terre, à la foi et aussi à la résistance contre l'occupation. Je pense que le fait que les Israéliens n'ont jamais vraiment permis une réflexion sur la solution politique de ce conflit et donc les conditions de l'après-guerre, je pense que malheureusement a laissé le Hamas être la seule alternative possible. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Ce sont les rapports israélo-palestiniens, les rapports entre l'Iran et l'Occident. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus finalement dans cette zone? Je dirais surtout l'Iran, vous savez bien touché parce que c'est la partie vraiment du nucléaire iranien qui va engager la communauté internationale. On a les temps jusqu'à la fin d'octobre pour établir si on va relancer le package total des sanctions contre l'Iran ou on va faire autrement. Dans ce sens-là, les Iraniens sont très actifs dans leurs consultations avec les Russes et les Chinois et aussi la Troïka européenne, mais l'absence des dialogues avec les Américains, c'est franchement très préoccupant. La dernière lettre du président américain à la guide suprême iranienne n'a pas été très bien accueillie. Par où justement, par où ou par quoi peut passer la paix au Moyen-Orient? Parce qu'à une époque, ça s'était apaisé avec des accords justement de paix. Est-ce qu'il faut que ça passe par l'Europe, les États-Unis dont on vient de parler, un changement de gouvernement peut-être israélien? Par où ça doit passer? Le président Trump va vite, mais la région ne peut pas aller trop vite, dans le sens que la paix n'est pas tout simplement la récomposition de ces conflits, mais va bien au-delà de ça. C'est vraiment comme ils sont en train de faire les Libanais, les Syriens et tous les autres. C'est une paix qui s'est construite aussi à l'intérieur. Donc, ils sont des pays malheureusement brisés par les guerres civiles. Il faut reconstruire finalement leur unité, la cohésion sociale de ces pays et recommencer la reconstruction. Donc la paix passe à travers une action à l'intérieur de ces pays. Il passe à travers une action de pays de la région qui ne vont pas mettre le doigt dans les questions internes d'un pays ou de l'autre pour se faire finalement la guerre entre eux. Et il passe aussi par la communauté internationale et notamment les Américains. Le président Trump veut bien la paix, mais il veut la paix avec la force. Mais malheureusement, il a hâte d'arriver vraiment à cette paix que lui, il veut. C'est la paix de la force, donc c'est la paix des forts. C'est extrêmement complexe. Antonella Caruso, merci d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie et bonne soirée. En bref, le Centre scientifique de Monaco annonce la nomination de son nouveau président, le docteur Jean-Jacques Risseau, jusqu'alors directeur de l'équipe de recherche subaquatique opérationnelle à l'Institut de recherche biomédicale des armées, IRBA en France, succède au professeur Patrick Rampal après 20 ans en poste au CSM. Le CSM qui est reconnu pour son excellence dans les domaines de la biologie marine, de la biologie polaire et de la santé humaine. Ouvrons une page sport avec du basket d'abord et cette défaite de la Roca Team sur le parquet de Belgrade en Euroleague. Malgré un Mike James en forme, auteur de 26 points, les hommes de Vassilis Spanoulis se sont inclinés dans les toutes dernières minutes face à Tel Aviv, 88-91. Avec ce score, les Rouges et Blancs manquent l'occasion de faire un grand pas vers les playoffs. Prochain rendez-vous pour l'AS Monaco dimanche, 15h30 face au Mans en demi-finale de Coupe de France. En foot, l'AS Monaco se déplace à Angers demain pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Les Monégasques, actuellement 4e, ont laissé filer 2 précieux points dans la course à la Ligue des Champions à Toulouse la semaine dernière. En conférence de presse, le coach Adi Hütter est revenu sur les enjeux de cette fin de saison. We were really disappointed instead of having 3 points, and we have the same amount of points than Nice, 3 points behind Marseille. In the end, we can say we have 1 point more. We are closer to them. But in the end, after this game, it was the feeling was a big disappointment. It was more of the feeling as for a defeat. But in the end, we won 1 point. But we are not happy about this. But yeah, I think the race goes till the end, and not only us, also Nice, Marseille, Lille. Everybody has everything in his hands, and we are one of these teams. We have also the occasion to qualify us also for the top 3, top 4.
Et à Angers, ce samedi, le coup d'envoi du match sera donné à 19h. Depuis le début de la semaine, Frédéric Elion et Camille Caloni vous font vivre de l'intérieur les Jeux mondiaux d'hiver Special Olympics qui se déroulent tout près de Turin. Frédéric, après les courses de raquettes à neige et le ski de fond, vous allez nous parler ce soir de ski alpin. Oui Sarah, c'est la discipline avec le plus d'engagés côté monégasque sur ces Jeux mondiaux d'hiver ici dans le Piémont. 6 athlètes de Special Olympics Monaco ont participé aux épreuves de ski alpin dans la mythique station de Sestrières. Regardez ce cadre magnifique pour les épreuves de super G et de slalom géant. C'est d'ailleurs sur cette épreuve, le slalom géant, que les monégasques ont brillé en décrochant 3 médailles grâce à 3 petits nouveaux. En niveau intermédiaire, Rodolphe Rodney est allé chercher le bronze et en niveau advanced, Dylan Lejolif remporte une superbe médaille d'argent et Mia Franzi termine elle avec le bronze autour du cou. C'est ma première fois que je suis venue ici, c'était incroyable et je suis hyper contente aujourd'hui qu'avec Eric de donner plein de conseils et je suis arrivée en 3e. En 3e, c'est pas mal, mais par contre, je peux m'améliorer encore pour le final. Je suis content de moi. Hier, j'ai eu un super slalom géant, j'ai fini 2e. Et aujourd'hui, je regrette de cette chute et je prendrai de mes erreurs dans quelques années ou pas. On verra les prochaines. On nous a encouragés, bonne ambiance de Monaco et c'est des bons jeux d'hiver. Et oui, Dylan a raison de le souligner avec également les prestations et surtout l'état d'esprit affiché par Elsa Clément, Denis Lupeau et Thomas Despériès. Ces jeux ont été une réussite et une belle expérience pour les skieurs monégasques. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont progressé vraiment tout au long de la semaine par rapport aux consignes. Donc ça, franchement, chapeau à tous. Ce qui est impressionnant, c'est l'état d'esprit qu'ils ont vraiment du début à la fin. Et donc franchement, quand je retiens là, moi, sur la semaine globale, un super bel état d'esprit. Et avec hier, bon, un peu déçu aujourd'hui, mais bon, c'est le sport. Et quand tu as des gars qui donnent tout, qui sont engagés de cette manière-là, tu peux que les féliciter. 3 médailles, Sarah, une belle prestation d'ensemble et des petits nouveaux. Au niveau, c'est un bilan prometteur pour le ski alpin à Special Olympics Monaco. Merci Frédéric et demain soir, nous vous retrouverons pour le dernier volet de cette belle série de reportages consacrés aux Jeux mondiaux d'hiver Special Olympics. Nous ferons cette fois le bilan des épreuves de course de raquettes à neige. Retour chez nous, où le Théâtre des Muses nous offre une parenthèse musicale. Sous l'impulsion de sa directrice Antea Sogno, l'établissement accueille en ce moment le trio Lou Casa. Le chanteur qui compose le groupe rend hommage aux géants du répertoire français que sont Barbara et Jacques Brel. Gaëtan Lebrun, Alexandra Marangoni et Clélia Renaud ont assisté aux répétitions. Regardez. Pour le compte de 4 concerts-spectacles, le groupe de Lou Casa, composé de Marc Casa au chant, de Julien Elion au piano et de Stéphane Gasquet à la basse, propose une reprise contemporaine des plus beaux classiques de Barbara et de Jacques Brel. Le groupe reprend les histoires d'amants, d'amis et de révoltes qui sont au cœur des textes interprétés par Barbara et Brel et les revisite à leur manière grâce à leur vécu et leur propre sensibilité. Un des critères importants dans le choix des chansons, c'est je prends que des morceaux que je peux m'approprier sensiblement et sur lesquels nous pouvons apporter des arrangements originaux qui peuvent apporter quelque chose. L'idée, c'était pas de faire du sous-Barbara ou du sous-Brel. Bien sûr, on va pas faire du sur-Barbara ou du sur-Brel, mais faire quelque chose de différent aujourd'hui avec notre âge, notre époque, notre conscience politique, sensible, etc. Les riches, toutes les possessions, l'avoir, que sa vérité, posséder toutes les richesses. Ne plus parler de poésie, mais laisser vivre les fleuves sauvages. Une performance à la hauteur du challenge pour Marc Casa et ses musiciens qui mesurent toute la difficulté et l'enjeu de s'approprier les morceaux de 2 monstres sacrés de la chanson française. Souvent les gens sont impressionnés en disant mais comment vous avez fait pour vous attaquer à des monstres comme ça. Moi j'ai pas du tout abordé la question comme ça. Je l'ai abordé comme au départ, donc sur le premier volet avec Barbara, je sentais comme des passerelles de sensibilité. Je parlerai pas du tout de talent ou quoi que ce soit, hein, mais des choses que
j'avais à exprimer par rapport à ces morceaux, des choses que vraiment je pouvais ressentir pleinement. Donc on l'abordait avec humilité et de dire comment on va prendre ça et comment on va s'affranchir de leurs morceaux. C'est pour ça que sur scène, c'est nos corps, ça va être nos personnalités qui vont s'exprimer. Vous voyez, je suis tout en noir, on n'a pas de froufrou, on ne va pas les imiter. On reprend simplement leur travail et on s'affranchit de leur forme pour proposer une autre forme. Et il nous semble que c'est peut-être le plus grand des respects qu'on pouvait avoir par rapport à eux. Cette relecture intemporelle des classiques de Barbara et Brel saura satisfaire un très large public et toucher toutes les générations. Et le trio va se produire à nouveau demain à 20h et dimanche à 14h30 puis à 16h30, toujours au Théâtre des Muses. Elle a fait des pierres précieuses sa principale source d'inspiration. La résidente monégasque Ilham El Jadaoui expose en ce moment à l'Espace 22. Dans ce reportage, vous allez découvrir l'univers fascinant de cette artiste d'origine marocaine qui, dans son œuvre, sublime la nature et le corps féminin. Vanessa Dessy et Massimo Piantoni. Artiste peintre marocaine, Ilham El Jadaoui a vu le jour à Casablanca sans jamais connaître son papa, disparu peu après sa naissance. Pourtant cet homme artiste lui aussi l'inspire profondément et guide son chemin. À 13 ans, elle découvre la peinture comme une évidence, un moyen d'expression instinctif. En 1996, elle s'installe au Paraguay, où elle se passionne pour les pierres précieuses avant de poser ses valises en principauté en 2003. D'abord engagée dans l'immobilier, un déclic la pousse à tout abandonner pour se consacrer entièrement à son art. Je suis quelqu'un que j'adore la pierre. Je sens que ça me transmet certains bien-être et physique. Je voyage partout depuis que j'étais très très jeune, à l'âge que normalement on devait être avec nos parents. Et les pierres, c'était comme ma famille en fait, et ça me accompagne partout. J'ai vécu un tremblement de terre à Marrakech au mois de septembre 2023. Et c'est là où j'ai eu un déclic, où j'ai dit c'est maintenant ou jamais. Les pierres précieuses captent la lumière et renferment des mystères anciens. Nées des profondeurs de la terre, elles portent en elles des énergies, des symboles et des histoires. Chaque éclat raconte un voyage millénaire, une alchimie entre le temps et la matière. Le message de l'exposition aujourd'hui, c'est les couleurs et la mélodie de la couleur et les pierres avec. En fait, c'est le corps de la femme. Là, derrière moi, c'est le chakra de la gorge. Pour moi, aujourd'hui, ça permet de m'exprimer que mon chakra, et les 7 chakras, ils sont bien avec la couleur bleue, jaune, ensoleillée, et la lune, bien sûr, et les étoiles. C'est quelque chose que je suis très proche. Cette exposition qui explore les mystères des pierres précieuses est à découvrir à l'Espace 22 jusqu'au 26 mars prochain. Et sachez que l'artiste a souhaité réaliser un porte-bonheur en pierres précieuses pour un équipage particulier. Comme vous pouvez le voir sur ces images, une petite attention qui mènera certainement les sœurs de route à l'arrivée du prochain rallye des gazelles. Ce journal touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous le refermons avec les photos de Manuel Vitali du concert donné hier soir dans le cadre du Printemps des Arts. Restez bien avec nous dans un court instant. Vos prévisions météo présentées par Alban Gingembre, suivi de votre après-JT. Le magazine est consacré ce vendredi au concours culinaire du Grand Cordon d'Or. Une équipe de Monaco Info a suivi les lycéens qui y participent. A tout de suite. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.
Bonsoir à tous. Pas d'amélioration dans le ciel demain. Une atmosphère instable est attendue en principauté avec un temps couvert, beaucoup de nuages, des averses et peut-être quelques foyers orageux. Le thermomètre affichera 11 degrés le matin et 13 degrés l'après-midi. La situation devrait se calmer dimanche. En attendant, ce samedi 15 mars, nous fêterons les Louises. Et puis l'info du jour, le 15 mars 1972, c'est aussi la date de sortie d'un film dans lequel on entend cette réplique. Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Il s'agit bien sûr du Parrain de Francis Ford Coppola. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.